Alors, une fois que je vous ai dit ça, première petite remarque. L'homme est en transition énergétique. Vous savez qu'en ce moment, on a un ministère de la transition énergétique. Pas seulement un ministère de l'énergie, on a un ministère de la transition énergétique. Eh bien, le ministère de la transition énergétique est probablement le plus vieux ministère qui soit dans la communauté des hommes, puisque ça fait 500 000 ans que les hommes sont en transition énergétique. Hein. Il y a 500 000 ans, la seule énergie que les hommes pouvaient utiliser, c'était leur énergie corporelle. Et puis, ils se sont mis à domestiquer le feu, donc une première énergie extracorporelle. Dans l'Antiquité, on s'est mis à domestiquer toutes les énergies renouvelables et, soit dit en passant, même quelques énergies fossiles. Par exemple, le pétrole était connu des Sumériens, le charbon était connu des Chinois il y a quelques milliers d'années, etc. Alors à des petites doses, tout ça. Et en fait, la révolution industrielle a été la domestication des énergies fossiles, on va y revenir. Et donc, la transition énergétique, c'est un état permanent des hommes. À chaque fois qu'ils arrivent à trouver la manière de se servir d'une nouvelle source d'énergie, ils le font. Ce qui caractérise l'ère moderne, et vous allez voir que ça la caractérise de manière extrêmement forte, et que c'est ça qui pose problème, c'est que nous avons radicalement changé d'ordre de grandeur dans tous ces processus en l'espace de très très peu de temps. Alors, l'énergie, je vous l'ai dit, c'est une grandeur physique. À partir du moment où j'ai dit que l'énergie était une grandeur physique, ça veut dire qu'il y a toutes les chances que l'énergie soit gouvernée par des lois que nous ne pouvons pas changer. C'est ça le charme des lois de la physique, c'est que vous pouvez comprendre ce que sont les équations de Maxwell, mais une fois que vous avez compris, vous ne pouvez pas les changer. Donc vous ne pouvez pas dire, tiens, ça serait sympa pour le pouvoir d'achat des consommateurs qu'on change un peu les équations de Maxwell. Pas la peine d'essayer. Eh bien, en ce qui concerne l'énergie, vous avez quelques lois, pareil, qui s'appliquent à nous et qu'on ne peut pas changer. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on n'essaye pas de les changer de temps en temps, implicitement, par des votes à l'Assemblée nationale, mais quand même, il vaut mieux les connaître. Donc, je vous l'ai dit, l'énergie, c'est ce qui quantifie la transformation de l'environnement. La première loi cardinale, qui est très simple à garder en mémoire en ce qui concerne l'énergie, que vous connaissez tous par cœur, évidemment, c'est le premier principe de la thermodynamique, ou loi de conservation de l'énergie. Alors, la loi de conservation de l'énergie appliquée aux hommes, elle a une conséquence qui est simplissime, c'est que les hommes ne peuvent rien faire d'autre que d'extraire de l'environnement une énergie qui existe déjà et s'en servir à leur profit. C'est tout ce que les hommes sont capables de faire. Si les hommes étaient capables de faire apparaître en leur sein de l'énergie sans communiquer avec l'extérieur, on violerait le premier principe de la thermo. Alors je suis sûr que dans un bon Harry Potter, on arrive à faire ça, mais dans le monde réel, c'est plus difficile. Donc, toute énergie que nous utilisons, nous devons la trouver dans l'environnement. Toute. Une énergie qui se trouve dans l'environnement s'appelle une énergie primaire, dans le jargon des énergéticiens. D'accord ? Donc, quand vous voyez passer quelque part dans les statistiques, que je vous demanderai peut-être de regarder, le terme énergie primaire, ça veut dire qu'il s'agit de l'énergie telle qu'on la trouve dans l'environnement. Alors historiquement, il y a un autre terme qui est très fréquent dans l'énergie, on y reviendra dans quelques cours, qui est l'énergie finale. L'énergie finale, c'est celle qui passe le compteur du consommateur final. Alors le consommateur final, c'est qui ? C'est vous, quand vous êtes chez vous et que vous avez un compteur de gaz ou un compteur d'électricité, ou que vous avez une cuve à fioul, c'est très mal, il faut le dire à personne, et un compteur sur le camion qui vous livre le fioul, ou bien quand vous êtes industriel, que vous avez un compteur parce que vous utilisez du gaz dans un four à verre, enfin voilà. Donc dès que vous êtes un consommateur final, particulier ou industriel, et que vous achetez une énergie qui va vous permettre de faire fonctionner une machine, ça s'appelle de l'énergie finale. L'énergie qu'on trouve dans l'environnement, elle, on l'appelle primaire. Et entre les deux, vous avez évidemment le système énergétique. Alors historiquement, la seule énergie primaire que les hommes savent utiliser, c'est la nourriture. Donc, et la chaleur du soleil. Il y en a deux. J'aurais dû mettre la chaleur du soleil aussi. Donc, historiquement, le seul convertisseur que les hommes ont à leur disposition, c'est eux-mêmes. Parce que pour utiliser de l'énergie, il faut un convertisseur, il faut rentrer ça dans quelque chose qui va la transformer. Donc, le seul convertisseur que les hommes possèdent, c'est eux-mêmes. Donc, ils mangent, ils se chauffent au soleil, et de ces énergies qu'ils absorbent ou qu'ils ingèrent, ils ressortent de la chaleur, beaucoup, du travail, un peu. Et puis après, au cours du temps, on a commencé à être capable de domestiquer d'autres convertisseurs. Alors, à part le bois, convertisseur très rustique, on s'est mis à domestiquer toutes les énergies renouvelables possibles. Alors, les énergies renouvelables, ça inclut, à l'époque, d'autres organismes vivants, parce que c'est tout à fait renouvelable. Les animaux de trait, c'est parfaitement renouvelable. Ça mange de l'herbe, parfaitement renouvelable, et donc ça vous fournit de l'énergie, parfaitement renouvelable. On a également domestiqué le vent et l'eau, au travers des moulins. L'Europe antique était couverte de moulins, à eau puis à vent, et donc il faut bien voir que les énergies renouvelables, ce n'est pas
l'avenir, c'est le passé. Alors pas au sens où il n'y a rien à en attendre à l'avenir. Ce que je veux dire, c'est que les énergies renouvelables, c'était notre quotidien il y a quelques siècles. Donc un monde 100% ENR, je sais très bien à quoi ça ressemble. J'ai au moins un point d'échantillonnage. C'est le monde il y a 3 siècles. Celui-là, il est 100% ENR, ça marche très bien. Donc un monde avec 1 milliard de bonshommes sur Terre, 30 ans 40 ans d'espérance de vie à la naissance, et les 2 tiers de la population dans les champs, ça, je sais que ça marche en 100% ENR. Il n'y a aucun problème, puisqu'on l'a fait une fois. Évidemment, le débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on arrive à faire la civilisation avec les ingénieurs à mine ParisTech et toutes les machines qu'on utilise aujourd'hui avec 100% ENR. On y reviendra plus tard. Et puis, il y a 2 siècles, il y a quelques ingénieurs géniaux et quelques physiciens géniaux qui ont dit on pourrait se servir d'autres convertisseurs, de convertisseurs qui sont, eux, non renouvelables, en l'occurrence qui sont des machines faites de métal, et on va leur donner à manger une énergie qu'on ne sait pas encore utiliser à large échelle aujourd'hui, qui s'appelle les combustibles fossiles. Donc là, je vous résume en une planche ce qu'a été l'histoire énergétique des hommes. D'abord, le convertisseur, c'est nous. Ensuite, c'est d'autres organismes vivants. Il y a eu les esclaves dedans aussi. Ensuite, les énergies renouvelables. Et in fine, des machines en métal avec les combustibles fossiles. Et donc, ce que je suis en train de vous dire également, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, c'est qu'en fait, on ne consomme pas de l'énergie à part ce que vous mangez. Donc, quand vous voyez quelque part consommation d'énergie, c'est un terme impropre, parce que, sauf erreur de ma part, et je ne pense pas que vous ayez jamais bu du pétrole, enfin, s'il y en a un qui a déjà fait ça ici qui me disent, mais normalement non, je ne pense pas que vous ayez jamais mangé du charbon, or celui qui sert pour les flatulences, et vous n'avez pas respiré du gaz, en tout cas pas du méthane, celui qui donne la voix de Mickey peut-être. Donc, nous ne consommons pas l'énergie avec notre propre organisme. En fait, quand on dit qu'on consomme de l'énergie, c'est un terme impropre, mais c'est un terme impropre qui induit une illusion d'optique qui est extrêmement forte. Consommer de l'énergie, en fait, c'est domestiquer une machine. Donc, partout où vous allez voir consommation d'énergie, y compris dans mes planches, parce que de temps en temps j'utilise ce raccourci, même si j'essaye de ne pas, vous barrez et vous remplacez par utilisation de machine. Et partout où vous voyez qu'on consomme de plus en plus d'énergie, vous barrez et vous remplacez par nous utilisons de plus en plus de machines. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, la quantité croissante d'énergie que nous utilisons, ça n'est rien d'autre que la manière d'augmenter à due proportion l'énorme exosquelette mécanique que nous avons créé à notre profit. C'est ça, l'énergie. Et ce monde de machines, c'est le monde dans lequel vous vivez. Alors, sauf erreur de ma part aussi, et la morale et la température font que vous venez dans cette classe habillé. Si vous êtes habillé, c'est que vous avez enfilé un vêtement à un moment ou à un autre. Alors, enfiler un vêtement, ça prend très exactement, même si vous êtes extrêmement maladroit, quelques secondes. Dans le noir, mal réveillé, après l'ingestion de substances que je ne nommerai pas, peut-être quelques dizaines de secondes, mais jamais beaucoup plus. Bon. Quelques secondes. Eh bien, en quelques secondes, vous avez mobilisé à votre profit des milliers de machines, sans vous en être rendu compte. Mais vous avez mobilisé à votre profit des milliers de machines. Vous avez commencé par mobiliser à votre profit toutes ces machines agricoles, si vous avez un vêtement en textile dit naturel, du coton, du lin, etc. Vous avez commencé par mobiliser à votre profit toutes les machines agricoles qui ont semé, récolté, éventuellement traité le coton. Vous avez, si vous utilisez une fibre textile synthétique, donc tout ce qui est polymachin chouette, nylon, etc., tout ça, ça vient du pétrole. Donc si vous enfilez un sous-vêtement qui comporte des fibres synthétiques ou un t-shirt qui comporte des fibres synthétiques, eh bien vous avez enfilé un bout de plateforme pétrolière, plus un bout de vapocraqueur, plus un bout de raffinerie. Ces petites bêtes à 5 milliards de pièces là, que vous voyez sur cette image. Si vous avez autre chose qu'un tissu écru, il a été teint, il a donc fallu fabriquer les teintures, donc vous avez de l'industrie chimique qui a fonctionné en amont, puis vous avez des machines qui ont... pardon, il a fallu tisser les fibres, excusez-moi, d'abord je commence par le... Donc ça c'est à nouveau des machines mécaniques, il a fallu teindre, donc ça c'est de l'industrie chimique, il a fallu transporter, parce qu'évidemment c'est pas à l'endroit où vous faites pousser le coton que vous le tissez, que vous le teignez, etc. Donc vous avez des machines qui sont intervenues à toutes les étapes intermédiaires de la chaîne, qui s'appellent des camions, des trains, des avions. Il a fallu fabriquer les boîtes dans lesquelles on installe les raffineries, dans lesquelles on installe les usines chimiques, etc. Donc vous avez également ces machines-là qui sont entrées en action. Il a fallu que des centrales électriques alimentent une partie du processus, donc ces machines-là également sont rentrées en action. Bref, un truc totalement anodin qu'on fait comme on respire, qui s'appelle enfiler un vêtement,
eh ben, vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a une armée de machines qui ont travaillé pour vous, rien qu'avec ce geste tout simple. Alors après vous êtes habillés, ceux qui ont une hygiène correcte vont se laver les dents, enfin après le petit déjeuner. À nouveau, c'est pareil, se laver les dents, c'est quelque chose où voilà, ça vous prend 3 minutes si vous suivez les conseils du médecin, 1 minute si vous êtes pressé. Vous avez de nouveau utilisé des quantités considérables de machines simplement pour faire ce geste. Vous avez ici une photo d'une usine chimique qu'il y a dans le nord de la France, qui appartient au groupe familial Roquette, et qui a fabriqué un sucre qu'on trouve dans le dentifrice qui s'appelle du sorbitol. Alors, vous savez que le sucre, ça donne des caries. Donc, si on met dans le dentifrice du sucre qui donne des caries, c'est quand même un peu ballot. Donc, il se trouve que le sucre qu'on met dans le dentifrice pour qu'il ait un goût un peu sympathique est un sucre qui ne donne pas de caries. C'est une molécule qui est différente. Et en fait, c'est une des quelques centaines de molécules que vous allez sortir d'une usine qui s'appelle une amidonnerie, dans laquelle vous rentrez un train complet de wagons chargés de maïs tous les jours et vous en ressortez des centaines de produits chimiques différents. Voilà. Et sur site, il y a quelques milliers de personnes qui travaillent. C'est une usine qui tourne en 3/8. C'est une des plus grosses usines chimiques de France. Ensuite, vous avez votre tube qui est en plastique. Non, maintenant, il n'y a plus tellement de tubes en métal, donc en plastique. À nouveau, plateforme pétrolière, raffinerie, vapocraqueur, etc. Votre tube en plastique, il n'apparaît pas par l'opération du Saint-Esprit, à partir du plastique, donc il faut un extrudeur, que vous voyez ici. Vous lavez les dents devant une glace, parce que sinon vous faites des taches partout, donc il a fallu faire la glace. Ici, vous avez un train flotte qui fait la glace. À nouveau, vous avez besoin des boîtes, des camions, etc. Et puis vous lavez les dents avec de l'eau purifiée, et voilà par exemple un appareil à purifier l'eau. Donc à nouveau, une armée de machines qui ont travaillé pour un geste du quotidien, qui s'appelle se laver les dents. Bon, j'en viens à l'objet le plus important de votre vie, votre téléphone. Eh bien, c'est pareil, quand vous passez un coup de fil, vous avez mobilisé à votre profit une armée de machines. Il a fallu fabriquer des plastiques pour le téléphone, fabriquer de l'eau purifiée, donc vous avez déjà tout ce que je veux dire. Il faut fabriquer de l'acier pour les supports d'antenne. Vous avez 40 métaux différents dans un smartphone. 40, certains présents à des concentrations extrêmement faibles, mais plusieurs dizaines. Donc c'est autant d'activités minières à droite et à gauche, donc autant d'engins de mine, etc. Dans un réseau télécom qui permet de faire fonctionner le smartphone, parce que si vous êtes le seul à avoir un smartphone et que les autres n'en ont pas, ça ne sert pas à grand-chose, enfin si, à jouer à la chenille, là. Mais sinon, il faut pouvoir communiquer avec les autres, donc il faut un réseau. Voilà par exemple un engin à passer des câbles pour faire le réseau, etc., etc. Donc passer un coup de fil, c'est aussi quelque chose qui va mobiliser des milliers de machines pour toutes les étapes intermédiaires de construction et de fonctionnement du dispositif. Donc je le redis, aujourd'hui, nous vivons dans un monde de machines et toutes ces machines, sans exception, utilisent de l'énergie. Toutes. Et vous comprenez bien, pour renverser le raisonnement que je vous ai montré tout à l'heure sur ces 3%, donc ça n'a pas d'importance, que si vous privez instantanément le monde d'énergie, ce n'est pas 3% du PIB que vous allez perdre. C'est assez simple à comprendre. Vous n'avez plus un transport qui fonctionne, vous n'avez plus de banques, plus de réseaux d'eau, plus d'hôpitaux, plus de transport quel qu'il soit, puisque vous n'avez plus d'énergie. D'accord ? Donc vous mourrez de faim, vous mourrez de froid et vous vous entretuez. En gros, c'est ça qui se passe si demain matin, instantanément, on prive le monde d'énergie. Donc la totalité du monde moderne en dépend. Et que ça coûte 1% ou 100% de ce que vous gagnez, ce n'est pas tellement le sujet. Enfin, c'est un sujet, mais c'est loin d'être le seul sujet.